L'année 2024 est devenue l'année la plus chaude jamais enregistrée. Le réchauffement de la planète a atteint un niveau sans précédent. Des millions de personnes ont été touchées par des catastrophes naturelles. Le changement climatique ne fait que s'aggraver. Les causes du changement climatique anthropique sont connues depuis très longtemps. Nous savons bien tout cela. De nombreuses mesures ont déjà été prises pour lutter contre le changement climatique mondial. Par exemple, de nombreux pays s'efforcent de réduire la quantité de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre qu'ils émettent dans l'atmosphère. Des technologies d'énergie propre, comme l'énergie solaire et éolienne, sont mises en œuvre. Des projets sont également développés pour restaurer les forêts défrichées et protéger les écosystèmes forestiers. Depuis 1992, nous avons fait des progrès significatifs dans les accords internationaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cependant, les événements catastrophiques continuent de se multiplier à un rythme alarmant. Certains pourraient dire que les efforts déployés sont insuffisants. La lutte contre le changement climatique dure depuis plus de 30 ans. Et s'il y avait quelque chose que nous n'avons pas pris en compte? Et si nous ne connaissions toujours pas assez bien notre planète et l'ampleur de notre impact sur le système climatique? Réfléchissons-y. Le climatologue en chef de la NASA, Gavin Schmidt, a exprimé son inquiétude face aux températures exceptionnellement élevées de 2023. Selon lui, ces températures ont non seulement battu les records précédents, mais elles révèlent aussi l'existence de facteurs inconnus provoquant un réchauffement qui dépasse les tendances à long terme des modèles antérieurs. En d'autres termes, il existe d'autres facteurs de réchauffement de la planète que nous n'avons pas encore pris en compte. Les principaux scientifiques de renom nous disent qu'un nouveau facteur X est apparu, contribuant au réchauffement de la planète. Réfléchissons à cette idée. Peut-être que ce facteur ne nous est pas si inconnu que cela. Le système de réchauffement de la Terre comporte plusieurs éléments clés. Il y a le Soleil, la surface qui est chauffée, et il y a l'atmosphère avec des gaz à effet de serre. Nous comprenons ce que sont les gaz à effet de serre. Le Soleil, en tant que source de chaleur, est stable et envoie constamment la même quantité de chaleur à la Terre. Selon la période de l'année, elle arrive plus ou moins dans différentes parties de la planète. Nous savons déjà comment l'atmosphère affecte la chaleur. Alors peut-être qu'un facteur supplémentaire de réchauffement de la Terre est caché dans un élément de la surface terrestre. Qu'est-ce qui constitue la plus grande partie de la surface de la Terre? L'océan mondial couvre près de 71% de la surface de la Terre et contient plus de 97% de l'ensemble de l'eau de la planète. L'océan est incroyable. C'est notre vie. Il nous donne de l'oxygène et il est le foyer de millions d'espèces vivantes. L'océan mondial n'est pas seulement le berceau de la vie, mais c'est aussi un régulateur du climat. Pendant des siècles, il a maintenu l'équilibre de notre planète en régulant la température de l'atmosphère. Mais aujourd'hui, il a lui-même besoin de notre protection. Sinon, nous risquons de tout perdre. Et si des changements importants ne s'étaient pas produits seulement dans l'atmosphère, où nous avons ajouté des gaz à effet de serre, mais aussi dans l'océan, qui est en réalité la plus grande surface réchauffée par le Soleil? L'océan absorbe et emmagasine une immense quantité de chaleur venant du Soleil. L'eau se réchauffe lentement et peut retenir la chaleur plus longtemps que l'air. Cela aide à adoucir les fluctuations de température sur Terre. C'est en fait le thermostat de la Terre. Faisons un diagnostic. En 2023, un record absolu de température de surface des océans a été battu, le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire des observations. L'année 2024 dépasse déjà tous les records de 2023. Selon les données d'un groupe international de scientifiques, en 2020, l'océan a commencé à se réchauffer 450%, plus vite qu'auparavant au cours des 30 dernières années. Et c'est vraiment choquant. Les scientifiques ont calculé que pour réchauffer l'océan à un rythme aussi alarmant, il faudrait la même quantité d'énergie que celle nécessaire pour faire exploser 7 bombes atomiques, comme celles déployées sur Hiroshima chaque seconde pendant une année entière. Pouvez-vous imaginer une quantité d'énergie aussi énorme? Cela soulève la question suivante. D'où vient toute cette énergie? Les scientifiques ont pu mesurer le réchauffement de la surface de la Terre.
Et cette augmentation de la température est prise en compte dans les modèles climatiques que nous connaissons. La surface de l'océan ne représente qu'environ 0,1% du volume total d'eau des océans mondiaux. Peut-être que le facteur X qui réchauffe la Terre se cache dans ces 99,9% restants de l'océan. Dans ce cas, nous avons alors deux options. La première option, supposons que l'océan ait commencé à recevoir plus de chaleur de quelque part. Pour l'instant, nous n'aborderons pas la question de l'origine. La deuxième option, quelque chose a changé les propriétés de l'océan et il a commencé à accumuler plus de chaleur qu'auparavant, c'est-à-dire qu'il a cessé de l'évacuer. Si on l'imagine de manière figurative, l'océan ressemblait auparavant à un verre rempli d'eau bouillante. Il évacuait sa chaleur à travers l'atmosphère. Et si à présent, l'océan ne fonctionnait plus comme un verre d'eau bouillante ordinaire, mais comme un thermos avec de la soupe, et qu'il ne restituait pas la chaleur aussi facilement qu'avant. Réfléchissez-y, car nous avons ajouté quelque chose aux eaux de l'océan pour qu'ils deviennent une soupe. L'océan mondial n'a jamais été aussi pollué. Chaque année, en raison de l'extraction, du transport et des accidents pétroliers, ainsi que des rejets industriels et des eaux fluviales, jusqu'à 30 millions de tonnes de pétrole sont déversées dans les océans. La pollution de l'océan mondial par le pétrole et ses dérivés n'est que la moitié du problème. La menace bien plus grande réside dans ce que nous avons appris à fabriquer à partir du pétrole. Il s'agit du plastique. Actuellement, la superficie des îles plastiques de déchets à la surface de l'océan est presque équivalente à celle des États-Unis et de l'Australie réunies. Je vais le répéter, la superficie des États-Unis et de l'Australie réunies. Voilà à quel point nous avons pollué les océans. Selon les estimations des scientifiques, il y a entre 75 et 199 millions de tonnes de déchets plastiques dans les océans et environ 15 millions de tonnes de plastique pénètrent dans l'environnement marin chaque année. Cela équivaut à environ 6700 piscines olympiques remplies de plastique chaque année. Saviez-vous ce qui se passe réellement avec le plastique lorsqu'il entre dans l'océan? Sous l'effet du soleil, de l'eau salée, des vagues et du vent, les gros déchets plastiques se décomposent en plus petites particules. Le plastique peut se fragmenter jusqu'à atteindre la taille de quelques millimètres. Et c'est alors ce qu'on appelle le microplastique. Ces particules sont visibles à l'œil nu, mais continuons à décomposer le plastique. Que se passe-t-il ensuite? Lorsque la taille des particules atteint moins d'un micron, elles deviennent du nanoplastique. Ces particules ne sont visibles qu'au microscope. Cependant, le plus important, c'est que le plastique ne se dégrade jamais complètement. Il n'est pas biodégradable comme les matières organiques. Vous comprenez? Il ne se décomposera jamais tout seul. Jamais. Le nanoplastique est la dernière étape de la dégradation des déchets plastiques dans l'océan. Ces minuscules particules conservent la structure polymère du plastique d'origine. Mais en raison de leur petite taille, elles possèdent de nouvelles propriétés. Par exemple, elles pénètrent facilement dans les tissus des organismes vivants et peuvent franchir les barrières biologiques. Elles pénètrent aisément dans les chaînes alimentaires des écosystèmes marins et peuvent s'accumuler dans les tissus des êtres vivants. Les zones à forte concentration de déchets plastiques sont appelées soupes de plastique. C'est exactement cette soupe dont nous parlions plus tôt. Dans le passé, notre thermos contenait de l'eau de mer pure, mais maintenant, il est rempli de soupe de plastique. Et là se pose la question, comment l'ajout de nanoplastique a-t-il affecté les propriétés thermiques de l'eau? Jetons un coup d'œil au graphique, montrant la quantité de plastique produite depuis 1950 par différents types, la quantité totale de macroplastique dans l'océan et les variations de la température des océans du monde. Regardez s'il vous plaît, ils augmentent tous en synchronisation, en progression géométrique. Cela ne montre-t-il pas que le plastique dans l'océan a considérablement affecté la capacité de l'océan à retenir la chaleur? En raison de sa composition spécifique, le microplastique possède une caractéristique particulière. Il perturbe la conductivité thermique de l'océan. La raison de cette perturbation des fonctions de l'océan réside dans un facteur anthropique, plus précisément dans le plastique que nous avons créé et qui se trouve désormais partout dans l'océan. Au lieu d'évacuer la chaleur,
l'océan est devenu une couverture chaude pour notre planète, qui a désespérément besoin d'être refroidie. La façon dont les nanoplastiques peuvent affecter la conductivité thermique de l'eau des océans fait encore l'objet de recherches scientifiques actives. Il existe plusieurs hypothèses basées sur ce que nous savons à ce jour. Premièrement, les particules de nanoplastiques peuvent perturber la structure des liens entre les molécules d'eau, ce qui pourrait influencer la conductivité thermique de l'eau à l'échelle microscopique. Deuxièmement, le nanoplastique peut former un film mince à la surface de l'eau, ce qui pourrait affecter les échanges thermiques entre l'océan et l'atmosphère. Enfin, le nanoplastique peut interagir avec d'autres particules dans l'eau, formant des agrégats et influençant le mouvement de la chaleur dans le milieu aquatique. En d'autres termes, le nanoplastique influence sans aucun doute la conductivité thermique de l'océan et nous, en tant qu'humanité, n'avons pas encore pleinement réalisé à quel point cet impact pourrait être puissant. Toute cette pollution provenant du pétrole, des microplastiques et d'autres produits chimiques conduit à une acidification encore plus grande des eaux océaniques. Vous voyez, l'acidification des océans n'est pas seulement un problème. C'est aussi la raison pour laquelle les microplastiques se décomposent en nanoplastiques beaucoup plus rapidement. Cela ne fait qu'exacerber l'accumulation de chaleur dans l'océan. De plus, l'utilisation d'hydrocarbures comme le méthane et le pétrole pour la combustion de carburant et la production de plastique a considérablement aggravé la situation écologique de notre planète. Les gaz à effet de serre réchauffent l'atmosphère, qui à son tour réchauffe la surface de l'océan. Cela conduit à un excédent de chaleur accumulé à la fois dans l'atmosphère et dans l'océan, entraînant ainsi une augmentation de l'évaporation et de l'humidité dans l'atmosphère. Nous nous retrouvons donc dans un cercle vicieux. L'état des océans se dégrade, ce qui affecte l'atmosphère, et l'atmosphère exerce une rétroaction sur les océans, faisant empirer les catastrophes. Il faut absolument que nous agissions. En répondant à la question « Qu'est-ce qui réchauffe l'océan ?» Nous avons jusqu'à présent considéré uniquement une option, les changements des propriétés de l'océan lui-même. Il nous reste une autre option. Et si l'océan recevait plus de chaleur de quelque part, la chaleur du Soleil n'a pas augmenté. Et nous avons déjà pris en compte la chaleur provenant du réchauffement anthropique de l'atmosphère dans nos modèles. Cependant, les nanoplastiques sont-ils capables d'augmenter le réchauffement de l'océan à un rythme correspondant à l'énergie libérée si chaque seconde, pendant une année, nous faisions exploser 7 bombes atomiques comme celles déployées sur Hiroshima? Nous n'avons pas dépensé autant d'énergie pour produire ce plastique. Alors, peut-il servir de seule raison au réchauffement? Je ne le pense pas. Car si vous ajoutez des vermicelles à une soupe, elle ne se réchauffera pas d'elle-même. Regardons notre thermos avec de la soupe d'une manière complètement différente. Et si ce n'était pas juste un thermos, mais une casserole posée sur une plaque chauffante brûlante? Une équipe de scientifiques américains a découvert que les profondeurs moyennes de l'océan se réchauffent 15 fois plus vite au cours des 60 dernières années que pendant les 10 000 années précédentes. De plus, le réchauffement de l'océan s'accélère chaque année. Pour augmenter la température à de telles profondeurs, où les rayons du soleil ne pénètrent pas, une énorme quantité d'énergie est nécessaire. L'un des facteurs supplémentaires contribuant au réchauffement de l'atmosphère et par conséquent des eaux de l'océan mondial est l'émission de méthane. Au fond des mers nordiques se trouvent d'importantes réserves de méthane sous forme d'hydrate de gaz, clatrate. Sous l'effet de la chaleur géothermique, ces formations commencent à fondre, libérant du méthane sous forme gazeuse. Ces émissions de méthane se produisent de manière périodique et sont appelées panaches de méthane ou méga-éruptions. Cela est particulièrement dangereux car le méthane possède un pouvoir de réchauffement 25 fois plus élevé que le dioxyde de carbone. Une tonne de méthane a le même effet de réchauffement que 25 tonnes de dioxyde de carbone. En avril 2014, les satellites de la NOAA ont détecté une éruption anormale de méthane dans l'atmosphère au-dessus de l'Arctique. Selon les données géologiques, les zones à concentration élevée de méthane coïncident avec les lignes des failles médio-arctiques. Les séismes observés le long de ces lignes de failles indiquent un mouvement actif du magma et des émissions de flux thermiques.
Les émissions de méthane sont comme des bulles de gaz au fond de la casserole de soupe. Elles remontent parce que le fond de la casserole se réchauffe par le bas. Et qu'en est-il de l'eau au fond de notre casserole? Si la chaleur provient du bas, l'eau en bas doit aussi se réchauffer, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Et il existe déjà un certain nombre de recherches qui confirment ce phénomène. Dans 2 zones profondes du bassin argentin, à des profondeurs supérieures à 4500 mètres, on observe des tendances notables de réchauffement. La température a augmenté de 0,02 degrés Celsius par décennie entre 2009 et 2019. Ce changement de température nécessite une quantité d'énergie énorme pour réchauffer un tel volume d'eau froide au fond de l'océan. Les scientifiques constatent qu'un étrange réchauffement des eaux profondes de la mer de Weddell se produit juste au large des côtes de l'Antarctique occidentale. Alors que les 700 premiers mètres d'eau ne se réchauffent presque pas, la température des couches plus profondes augmente constamment. Il existe plusieurs explications à cette anomalie, mais aucune cause n'a encore été établie avec certitude. Regardez, notre casserole de soupe se chauffe sur toute sa hauteur, y compris au fond. La soupe plastique est répartie de manière inégale dans l'eau, mais elle ne génère pas de chaleur supplémentaire en soi. Comment la chaleur supplémentaire a-t-elle atteint le fond? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? On pense aujourd'hui que la chaleur venant des profondeurs est insignifiante, tellement faible qu'on peut l'ignorer. Que se passe-t-il si nous nous sommes trompés? Nous savons si peu de choses sur les profondeurs marines. Les bathyscaphes et les capteurs y descendent si rarement. Nos connaissances sur la chaleur hydrothermale au fond de l'océan sont basées sur de vieux calculs et mesures. Explorons un peu dans cette direction. Se pourrait-il que nous manquions quelque chose là-bas au fond? Jamais auparavant, la science n'avait eu pour tâche de surveiller la température au fond de l'océan. Les systèmes de surveillance des eaux océaniques, tels que Argo, utilisent 3500 bouées. Mais cela ne suffit pas pour obtenir une image complète, car elle ne plonge qu'à la moitié de la profondeur de l'océan et ne collecte des données que sur 0,03% de la surface de l'océan. Nous ne savons tout simplement rien de ce qui se passe réellement au fond de l'océan. Imaginez, seulement environ 3 à 3,5% de tout le fond marin a réellement été exploré par l'humanité. Au fil du temps, seulement 8 appareils ont été construits pour de telles recherches. Et il y a des raisons à cela. D'une part, leur création et les expéditions elles-mêmes coûtent une fortune. D'autre part, plonger à de telles profondeurs n'est pas une simple promenade sous l'eau. Cela comporte de nombreuses complexités techniques. 98% du fond marin se trouve à une profondeur d'environ 6000 mètres. Pour ces raisons, l'exploration de l'espace est aujourd'hui plus avancée que celle des fonds marins. Savez-vous que la communauté géologique envisage déjà des hypothèses novatrices selon lesquelles les processus géologiques ont un impact significatif sur le système climatique, y compris le réchauffement des océans? Il existe plus de 10 millions d'objets géologiques dans les profondeurs marines, tels que des volcans, des failles et des sources hydrothermales. Imaginez cette puissance! Supposons donc que ces éléments géologiques puissent être des facteurs importants du réchauffement des océans, notamment au fond. Comment pouvons-nous le savoir? Ces forces géologiques restent en grande partie cachées en raison de leur éloignement et du manque de surveillance. Cependant, la question primordiale demeure: pourquoi ces sources commenceraient-elles à libérer beaucoup plus de chaleur qu'auparavant? Est-il possible que beaucoup plus de chaleur commence à s'élever de l'intérieur? Et quels sont les faits qui pourraient l'indiquer? Supposons qu'il y ait une quantité extraordinaire de chaleur supplémentaire qui se soit formée dans les profondeurs, dans le manteau terrestre. Que va faire cette chaleur? Bien sûr, elle va faire fondre le manteau, qui devient semblable à du fromage fondu. Alors, que va-t-il se passer? La magma fondue, devenant moins dense, commencera à remonter à la surface.
Et où allons-nous observer un réchauffement supplémentaire dû à la montée de cette magma chaude en premier? Là où il y a des régions volcaniques et un fort contraste de température. Connaissez-vous un tel endroit? Moi, je connais. Par exemple, l'Antarctique. Vous êtes surpris? L'Antarctique occidental n'est pas simplement un désert glacé, c'est aussi l'une des plus grandes régions volcaniques de la planète. Sous sa couverture glacée se cachent plus de 140 volcans, ce qui rend cette région unique et mystérieuse. Des études aéromagnétiques récentes menées par des scientifiques allemands et du British Antarctic Survey ont permis de créer une carte du flux thermique géothermique dans cette région. Ils ont découvert qu'il y a une zone sous le glacier Thwaites où une quantité significative de chaleur géothermique est libérée des profondeurs de la Terre. Ce flux de chaleur est étroitement lié aux zones où les glaciers fondent le plus rapidement, indiquant des interactions complexes entre l'activité volcanique et les changements climatiques en Antarctique. Sous la surface glacée de l'Antarctique occidental se trouve un gigantesque panache magmatique nommé Mary Bird, couvrant presque 1 million de kilomètres carrés. L'activité volcanique ici est due à un point chaud, une zone où un panache mantélique, un flux de magma brûlant, monte des profondeurs du manteau et atteint la croûte terrestre. Des recherches de la NASA montrent que la chaleur de ce panache mantélique chauffe les roches et les couches de glace au-dessus avec une intensité comparable à celle du supervolcan de Yellowstone. Dans la région des failles, le flux thermique atteint 180 milliwatts par mètre carré, ce qui est 3 fois supérieur à l'activité thermique des roches montagneuses voisines. Ces données soulignent l'impact significatif du volcanisme souterrain sur la couverture glacée de l'Antarctique. Selon des recherches indépendantes menées par des scientifiques japonais, russes et allemands, il existe un panache magmatique sous la partie centrale du Groenland, tout comme en Antarctique, qui pourrait être responsable de la fonte accélérée des glaciers ces dernières décennies. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que des rivières et des lacs existent non seulement à la surface du bouclier glaciaire du Groenland, mais aussi sous la surface du glacier, qui atteint une épaisseur de 1,5 km. À ce jour, 60 lacs sous-glaciaires ont été découverts, formés grâce à la chaleur géothermique et à l'eau de fonte s'écoulant à travers des fissures. Les scientifiques ont désormais compris que les glaciers du Groenland fondent à la fois par le dessus et par le dessous, et que cette fonte due à la chaleur provenant du dessous renverse complètement notre compréhension de l'impact de la chaleur géothermique. Des chercheurs américains dirigés par le professeur Ralph von Fries de l'Université de l'État de l'Ohio ont utilisé des études gravitationnelles pour découvrir que la plus grande fonte des glaciers se produit dans la partie nord du Groenland, où la croûte terrestre est la plus fine. On y observe un flux de chaleur géothermique accru en raison de la présence d'un panache mantélique. Des chercheurs de l'Institut Schmidt de physique de la Terre sont arrivés à une conclusion similaire. Ils ont découvert que le flux de magma monte depuis la frontière entre le noyau et le manteau terrestre, atteignant la surface de la Terre directement sous la partie centrale de l'île. Cela pourrait être une cause supplémentaire de la fonte des glaces du Groenland. Les chercheurs ont calculé que le flux thermique de ce panache magmatique est suffisamment puissant pour faire fondre la glace. Des résultats similaires ont été obtenus par de nombreux autres chercheurs. Vous voyez, au cours des 30 dernières années, les glaciers de l'Antarctique et du Groenland ont commencé à fondre avec une intensité exceptionnelle. Les scientifiques ont déjà calculé qu'actuellement, la glace du Groenland fond plus rapidement que jamais au cours des 12 000 dernières années. N'est-ce pas surprenant? Ainsi, parallèlement à un océan anormalement réchauffé, nous voyons aussi des glaciers fondre de manière anormale, et ils fondent de bas en haut à cause de l'augmentation du flux de chaleur géothermique. Les glaciers sont comme de la glace que l'on pose sur une plaque chauffante et que l'on chauffe. Maintenant, réfléchissez à ceci. Si dans les profondeurs il y a plus de chaleur qui fait fondre le magma et qu'il devient liquide, où pouvons-nous encore voir les conséquences de cela? Le magma liquide, comme du miel chauffé, devrait commencer à s'écouler des cheminées volcaniques. Est-ce que l'activité volcanique actuelle est-elle en équilibre? C'est une question rhétorique.
l'activité magmatique atypique actuelle de l'intérieur de notre planète suscite des inquiétudes. Les volcanologues enregistrent des anomalies dans diverses régions volcaniques. La lave éjectée par les volcans a une composition atypique qui est caractéristique du magma des couches profondes du manteau. De plus, ces dernières années, une accélération de la remontée du magma depuis les profondeurs de la croûte terrestre a été observée dans des régions comme l'Islande, l'Italie, l'île de Mayotte et les îles Canaries. Cela indique une augmentation de l'activité volcanique à l'échelle mondiale. Les volcanologues s'inquiètent de la forte augmentation de la vitesse de remontée du magma. Des processus qui prenaient auparavant des centaines ou des milliers d'années se produisent aujourd'hui en seulement 6 mois. Ainsi, dans le détroit de Brownsfield en 2021, la remontée du magma d'une profondeur de 10 km s'est accompagnée de 85 000 tremblements de terre. La croûte dans cette zone a une épaisseur de 15 km et 10 km ont déjà été brûlés par du magma actif. La montée rapide du magma indique l'émergence de processus dangereux à l'intérieur de la Terre. L'activation des volcans indique l'accumulation d'une énorme quantité d'énergie à l'intérieur de la planète qui cherche à s'échapper. Vous savez, ces dernières décennies, des changements importants ont lieu dans les profondeurs de la Terre, et cela m'inquiète beaucoup. L'activité magmatique s'intensifie, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous constatons une augmentation du nombre de tremblements de terre à proximité de volcans et de supervolcans comme les champs flégréens en Italie, Topo en Nouvelle-Zélande, Yellowstone aux États-Unis et bien d'autres. Cette augmentation de l'activité sismique est un signe évident que les processus magmatiques s'intensifient. Les chambres magmatiques se remplissent et cela peut signifier qu'elles se préparent à entrer en éruption. Sachant que tous sont des supervolcans, c'est vraiment alarmant. Vous savez, l'activité sismique augmente non seulement dans la zone des volcans, mais aussi, étonnamment et paradoxalement, au fond des océans. Le professeur océanologue Arthur Viterito de l'Université du Maryland a remarqué que depuis 1995, le nombre de tremblements de terre au fond des océans le long des dorsales médio-océaniques a augmenté. Et voici ce qui est intéressant. Cette augmentation est très bien corrélée à l'augmentation globale des températures, avec un coefficient de corrélation de 0,7, bien que la température soit en retard d'environ 2 ans par rapport au graphique de sismicité. Il semble que l'activité sismique et volcanique le long de ces crêtes augmente les sources hydrothermales et réchauffe l'océan, ce qui entraîne des émissions de gaz à effet de serre et, bien sûr, un réchauffement de l'atmosphère. Lorsque l'on met tous ces facteurs ensemble, il semble que tout ce que nous voyons est vraiment lié. Les éruptions volcaniques et les tremblements de terre sont souvent étroitement liés. Prenez l'exemple de la ceinture de feu du Pacifique, une zone non seulement avec une activité volcanique intense, mais aussi la zone sismique la plus active. Si le nombre de tremblements de terre augmente le long des frontières des plaques lithosphériques au fond de l'océan, il est logique que cette activité augmente aussi de l'autre côté des plaques lithosphériques, n'est-ce pas? Savez-vous ce qui se passe avec l'activité sismique dans la région du Pacifique? Elle a doublé au cours des 30 dernières années. C'est une augmentation impressionnante de l'activité sismique dans la région. Et cela n'a rien à voir avec les capteurs, car le nombre de tremblements de terre forts augmente, ce qui ne peut pas être expliqué par l'augmentation du nombre ou de la sensibilité des capteurs. N'est-ce pas étonnant? À l'époque moderne, nous observons une augmentation exponentielle sans précédent de la fréquence des tremblements de terre significatifs par rapport aux données historiques. L'analyse des données de l'USGS montre que jusqu'aux années 2000, il n'y avait qu'1 à 2 tremblements de terre significatifs de magnitude 6,0 ou plus par an. Aujourd'hui, leur nombre a été multiplié par 8. De plus, des tremblements de terre ont commencé à se produire dans des régions qui n'étaient auparavant pas connues pour leur activité sismique. Les cartes de sismicité des dernières décennies démontrent clairement l'expansion de la portée géographique des événements sismiques, qui s'étendent désormais au-delà des limites des plaques lithosphériques et se produisent au sein de plateformes stables. Certains pensent que l'augmentation du nombre de tremblements de terre est due à l'expansion du réseau de capteurs sismiques plutôt qu'à une augmentation du nombre d'événements eux-mêmes.
En effet, au fil du temps, le nombre et la sensibilité des capteurs sismiques ont augmenté, ce qui a permis d'enregistrer plus en détail les séismes de faible magnitude. Cependant, depuis les années 1970, suffisamment de capteurs sismiques ont été installés pour enregistrer tous les séismes de magnitude 4,0 et plus. Ainsi, l'augmentation observée du nombre de tremblements de terre depuis 1995 n'est pas due à une amélioration technologique, mais reflète de réels changements. L'activité sismique a considérablement augmenté au cours des 25 dernières années et continue de croître. L'augmentation du nombre de tremblements de terre d'une magnitude de 5,0 et plus est également confirmée par les données du Centre sismologique international. Ainsi, nous observons un ensemble de facteurs indiquant qu'il se passe quelque chose dans les entrailles de la planète, quelque chose d'inquiétant que nous avons désormais corrélé avec une augmentation de la chaleur à l'intérieur de la planète. La croûte terrestre réagit de différentes manières à cette augmentation de chaleur. Il semble qu'elle se réchauffe plus que d'habitude. Les volcans émettent des laves de composition liquide et profonde atypiques, et le nombre et la force des tremblements de terre augmentent. En termes simples, la croûte terrestre se fissure au niveau des coutures sous la pression des profondeurs, probablement causée par le magma en fusion. Pouvons-nous découvrir ce qui arrive au manteau maintenant? Y a-t-il des changements? Il s'avère que nous le pouvons, et c'est là que les données sur les tremblements de terre à foyer profond nous aident. Les tremblements de terre à foyer profond sont des phénomènes sismiques uniques qui se produisent à des profondeurs supérieures à 300 km, atteignant parfois 750 km sous la surface de la Terre. Ces événements se produisent sous des pressions et des températures énormes, où, selon les prévisions, la matière du manteau devrait se déformer de manière plastique et non fragile, ce qui rend leur apparition mystérieuse. Cependant, ils sont régulièrement enregistrés et restent un sujet de recherche scientifique active. La croissance rapide du nombre de tremblements de terre à foyer profond a fortement augmenté depuis 1995, parallèlement à d'autres anomalies géodynamiques. L'augmentation de la fréquence de ces tremblements de terre ces dernières décennies est liée à une activité magmatique accrue dans les profondeurs de notre planète. Il existe une hypothèse selon laquelle les tremblements de terre à foyer profond représentent des explosions souterraines puissantes, comparables à la détonation de nombreuses bombes atomiques dans le manteau terrestre. La croissance exponentielle du nombre et de l'intensité de ces tremblements de terre indique une activité magmatique intense à l'intérieur de la planète et suscite une inquiétude particulière car ces tremblements de terre pourraient devenir des déclencheurs pour des séismes plus destructeurs en surface. C'est sans aucun doute choquant, car il semble qu'une énorme quantité de chaleur supplémentaire soit apparue dans les profondeurs de la planète, probablement en train de faire fondre intensément le manteau, ce qui se manifeste par l'augmentation du nombre de tremblements de terre à foyer profond. D'où vient cette chaleur et à quel moment a-t-elle commencé à arriver? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Peut-être devons-nous chercher la réponse plus profondément. Après tout, la partie la plus chaude de notre planète est le noyau interne de la Terre. La science a compris que la température entre le noyau interne de la Terre et son noyau externe liquide est à peu près la même que celle de la surface du Soleil. On parle de 6000 degrés Celsius. Vous imaginez ça? La même température que celle du Soleil, mais au cœur de notre planète. Comment le noyau a-t-il pu rester aussi chaud pendant 4,5 milliards d'années de son existence? Tout va-t-il bien avec le noyau de la planète? Pouvons-nous être certains qu'aucun changement radical n'a eu lieu à cet endroit? Il s'avère qu'en 1995, des processus assez étranges ont commencé à se produire dans le noyau de la planète, des phénomènes qu'on ne peut pas ignorer. En 1995, les laboratoires scientifiques du monde entier ont enregistré pour la première fois des anomalies planétaires inquiétantes. L'un des changements les plus notables a été l'accélération soudaine du mouvement du pôle magnétique nord. Alors qu'auparavant, il se déplaçait à une vitesse de 10 km par an depuis 1995, sa vitesse a augmenté pour atteindre 55 km par an. De plus, il a changé de direction vers la Sibérie, s'étant déplacé de plus de 1000 km. Le déplacement brusque du pôle magnétique nord est un événement vraiment unique, qui n'avait pas été observé au cours des 10 000 dernières années. Vous imaginez? Selon la théorie actuelle, le champ magnétique terrestre est généré par les flux de fer en fusion qui se déplacent autour du noyau solide de la planète. En 2013,
un groupe de scientifiques de l'Université de Leeds a fait une découverte importante. Les changements du champ magnétique terrestre sont liés à l'accélération du flux de fer liquide dans son noyau externe. Cette accélération semble avoir commencé en 1995. Et ce n'est pas le seul changement dans le champ magnétique terrestre survenu en 1995. De nombreux autres paramètres géodynamiques ont également changé cette année-là. En 1995, un autre événement marquant a eu lieu, une perturbation dans la rotation de la Terre. La direction de l'axe de rotation de la planète a changé et sa vitesse de rotation a augmenté de 17 fois. Les études scientifiques désignent octobre 1995 comme le point de basculement de la dérive des pôles. Au même moment, l'accélération de la rotation de la Terre a connu une forte augmentation. Les données de l'Observatoire de Paris montrent qu'au cours de ces années, la durée du jour a commencé à raccourcir de quelques millisecondes, ce qui indique que la Terre a commencé à tourner plus vite que d'habitude. En 1995, 3 changements géophysiques majeurs ont eu lieu simultanément sur Terre. Premièrement, la dérive du pôle magnétique nord a considérablement accéléré. Deuxièmement, l'axe de rotation de la Terre a changé de direction. Et enfin, la planète a commencé à tourner plus rapidement. Tous ces processus sont directement liés au noyau de la Terre. Le champ magnétique est généré par le géodynamo, tandis que la vitesse de rotation de la planète et l'orientation de son axe dépendent du noyau interne. Cela nous amène à penser qu'à partir de 1995, des changements anormaux significatifs ont commencé à se produire dans le noyau de la Terre, des changements qui nécessitent d'énormes investissements énergétiques. Le noyau, apparemment, se réchauffe, ce qui entraîne un déséquilibre de son fonctionnement, et c'est le moteur, le cœur de notre planète. En plus de tout, le champ magnétique terrestre s'affaiblit. L'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud se développe. Et là, le champ magnétique a déjà diminué de 30%. Les satellites éteignent même certains de leurs équipements lorsqu'ils passent au-dessus de cette zone pour éviter les dommages causés par les radiations cosmiques. Notre bouclier magnétique est désormais comme une passoire. Ces dernières années, nous avons commencé à remarquer des conséquences alarmantes de l'affaiblissement du champ magnétique. Des aurores rouges apparaissent dans des endroits où elles n'existaient pas auparavant. Ce phénomène est particulièrement actif ces dernières années. C'est pourquoi les tempêtes géomagnétiques sont devenues si dangereuses. Et cela m'inquiète vraiment. Les changements qui ont commencé en 1995 ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué à s'intensifier. Ainsi, dès 1997 à 1998, des phénomènes sans précédent se sont produits dans le noyau terrestre. Des événements qui n'ont pas d'analogue dans l'histoire des observations. De nombreux scientifiques en ont parlé, et cela a des implications colossales. En 1997-1998, des scientifiques, utilisant des données satellites du centre de masse de la Terre, ont enregistré un phénomène unique, un déplacement soudain du noyau interne de la Terre. En conséquence, le noyau s'est déplacé vers le nord, le long d'une ligne allant de l'Antarctique occidentale à la Sibérie occidentale, en direction de la péninsule de Taïmyr en Russie. En même temps, 4 groupes scientifiques indépendants ont détecté des changements anormaux dans divers paramètres géophysiques, confirmant cet événement. Selon des scientifiques tels que le docteur en physique et en mathématiques, Yuri Barkin, le docteur en ingénierie Gennady Smolkov, le docteur en géographie Mikhail Arushanov, l'académicien de l'Académie des sciences de Russie Victor Kain et bien d'autres, le déplacement du noyau en 1998 a provoqué des changements dans toutes les couches de la Terre. Le déplacement important du noyau terrestre, d'une taille comparable à celle de la Lune, nous fait vraiment réfléchir. D'où vient l'énergie qui provoque de telles anomalies dans la structure interne de la Terre? Il semblerait que le noyau subisse une sorte de déséquilibre et se réchauffe. En même temps, nous observons une augmentation du flux géothermique, une intensification de l'activité volcanique et tectonique, des aurores polaires anormales. Et le plus alarmant, c'est que nous assistons à un réchauffement considérable des océans, ce qui entraîne une augmentation des catastrophes climatiques, inondations et ouragans. N'est-il pas étrange que tout cela se produise en même temps? La question de la provenance de cette énergie colossale, qui dépasse de plusieurs millions de fois le potentiel énergétique de l'humanité et qui réchauffe le noyau et le manteau, reste ouverte.
Nous avons certaines idées sur la cyclicité astronomique, mais ce n'est pas le sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Il est important de comprendre que le modèle que nous avons présenté explique une grande partie des anomalies planétaires que nous avons observées au cours des dernières décennies, mais il ne faut pas non plus oublier le facteur anthropique. Rappelons-nous de la soupe de plastique qui remplit les bassins océaniques. L'océan pollué ne peut pas dissiper efficacement la chaleur. C'est pourquoi l'escalade des catastrophes se produit plus rapidement que prévu. Il est terrifiant de penser à la façon dont cela pourrait se terminer. Dans notre histoire géologique, il existe de nombreux événements catastrophiques naturels où les conditions climatiques ont changé de manière brusque et extrême à travers le monde. Par exemple, les hivers volcaniques, comme cela s'est produit il y a 74 000 ans après l'éruption du volcan Toba, qui a conduit à une réduction de la population humaine à moins de 10 000 individus. Le brusque affaiblissement du champ magnétique coïncide avec la période où les Néandertaliens ont disparu il y a environ 36 000 ans, et il y a 12 000 ans, un réchauffement important a conduit à l'extinction des mammouths. Serons-nous capables, en tant qu'humanité, de faire preuve de sagesse et de courage pour éviter un tel destin et agir à temps ? Certains chercheurs pensent que si la situation des océans ne change pas, des catastrophes naturelles anéantiront toute vie sur Terre. Il ne nous reste que quelques années avant d'atteindre le point de non-retour. Alors qu'à l'heure actuelle, l'intérieur de notre planète se réchauffe, nous avons désespérément besoin d'un système de refroidissement fonctionnel. Mais il est obstrué par une soupe de plastique. Imaginez un réacteur nucléaire dont la puissance a été augmentée, davantage de combustible nucléaire ajouté, mais dont les filtres du système de refroidissement sont obstrués. Maintenant, au lieu d'eau froide, le réacteur est refroidi par une boue visqueuse. Pouvez-vous imaginer ce qui arrivera à ce réacteur? Y a-t-il une chance de débarrasser les filtres de notre thermostat planétaire des micro- et nanoplastiques? La réponse est oui. La clé pour résoudre ce problème est de restaurer la fonction de refroidissement de l'océan. Imaginez que nous commencions à extraire l'humidité de l'atmosphère, stimulant l'océan à s'évaporer encore plus. Si nous redirigeons tout l'excès d'humidité pour nos besoins, cela ne provoquera pas plus d'inondations. Or, pendant que l'océan s'évapore, des nanoplastiques seront également libérés et nous pourrons les recycler. Cette technologie peut fonctionner comme un purificateur d'air à l'échelle planétaire. Cela semble ambitieux, mais c'est vrai. La technologie des générateurs d'eau atmosphérique permettra d'extraire l'eau de l'atmosphère. Le principe de fonctionnement de l'appareil est le suivant. L'air entrant passe d'abord par un système de filtration. L'eau est condensée à partir de l'humidité présente dans l'air. Ainsi, la seule chose que l'appareil extrait est la molécule H2O, qui est plus petite qu'une particule de microplastique. La filtration élimine tout. Ensuite, une fois de plus, lorsque l'eau pénètre dans le réservoir, avant d'être distribuée aux consommateurs ou aux personnes qui utilisent l'eau, elle passe par une autre grande section de filtration au charbon actif avec de l'argent, ce qui non seulement empêche la croissance des bactéries, mais élimine également tout ce qui se trouve dans l'eau. C'est un processus incroyable. Les générateurs atmosphériques filtrent l'eau et éliminent toutes les impuretés. Utilisés à grande échelle, ils pourraient agir comme une sorte de filtre artificiel dans le cycle de l'eau de la planète. Après plusieurs années d'utilisation active, l'océan et l'atmosphère seraient considérablement nettoyés. L'océan commencerait à transférer la chaleur vers l'atmosphère, d'où elle s'échapperait dans l'espace. Cela contribuerait à atténuer les conséquences destructrices des catastrophes et à purifier notre océan et notre atmosphère. Cela aura un certain impact sur l'environnement, un impact positif. En effet, lorsque nous filtrons l'air ambiant, nous enlevons également les polluants qu'il contient, tels que la brumée, les gaz d'échappement, le sable et tout ce qui flotte dans l'air. Ce n'est qu'un exemple des impacts positifs.
En ce qui concerne la teneur en eau dans l'air ambiant ou dans l'atmosphère, comme je l'ai déjà mentionné, il est absolument impossible de perturber l'équilibre naturel de l'atmosphère, car elle est trop vaste et trop puissante. J'adore cette technologie. C'est une solution écologique au problème de la pénurie d'eau potable. Elle peut être utilisée à la maison, dans les grandes entreprises, en agriculture ou sur le terrain. C'est vraiment une solution innovante pour accéder à de l'eau potable, en particulier dans les régions où les ressources sont limitées. C'est une technologie qui permet de créer de l'eau partout. En effet, le principe de cette technologie repose sur le fait qu'en chauffant et en refroidissant, on crée de la condensation. Ainsi, que ce soit dans la vallée de la mort en Californie ou dans le désert du Sahara, nous pourrons générer de l'eau là-bas. En d'autres termes, nous pouvons générer de l'eau à n'importe quel endroit de la planète. Vous êtes d'accord que c'est un grand avantage d'utiliser un générateur d'eau atmosphérique dans chaque maison, car vous n'aurez plus jamais besoin d'utiliser des bouteilles en plastique. Ainsi, en utilisant un générateur d'eau atmosphérique, nous allons résoudre le problème de l'eau, nous allons réduire les dommages causés par la production de plastique, nous allons diminuer les émissions de dioxyde de carbone liées au transport, et allons aider l'environnement à revenir à son cycle naturel. De plus, lorsque l'évaporation est intense, l'océan se refroidit. C'est comme l'évaporation de la sueur sur notre peau qui permet de refroidir le corps pendant la chaleur estivale. Ainsi, si les générateurs d'eau atmosphériques sont utilisés massivement, l'atmosphère deviendra moins humide et plus fraîche. En conséquence, les ouragans et les tempêtes seront moins puissants, et la quantité et la fréquence des précipitations extrêmes que nous observons aujourd'hui vont diminuer. Cela pourrait sauver des millions de vies et prévenir des pertes de plusieurs milliards de dollars. C'est ce dont nous avons besoin dès maintenant. J'ai conçu et développé la technologie à un point où je peux construire un générateur d'eau atmosphérique capable de produire plus de 100 000 litres par jour, 200 000 litres par jour. Ce n'est plus difficile. Même si chaque personne parmi les 8 milliards d'individus extrait 100 litres d'eau de l'atmosphère, cette quantité sera entièrement compensée par l'évaporation. C'est ce vers quoi nous devons tendre, car cette eau est pure et elle est disponible partout et pour chacun. Je pense donc que le monde s'est soudainement éveillé à cette source alternative. C'est une technologie remarquable, mais elle a ses limites, notamment en termes de consommation énergétique. Les fabricants cherchent actuellement à rendre leur système plus efficace et plus rentable. Ils installent des panneaux solaires, ce qui fonctionne pour les petits générateurs, mais à l'échelle industrielle, surtout dans le contexte du changement climatique mondial, ce n'est pas toujours efficace et peut être vulnérable. Nous avons besoin d'une source d'énergie puissante, écologique et, surtout, abordable. Pour entamer le processus de nettoyage des océans, à l'échelle mondiale, nous devons extraire toute l'eau de l'atmosphère. Aujourd'hui, même les fabricants de générateurs d'eau peuvent considérer cette tâche comme trop ambitieuse. Mais dès qu'ils disposeront d'une source d'énergie alternative, l'utilisation de générateurs atmosphériques dans le monde entier ne sera plus qu'une question de temps. Ce n'est pas une panacée, mais c'est un pas important dans la bonne direction. C'est la seule façon de gagner le temps nécessaire pour arrêter les cataclysmes et préserver la Terre pour les générations futures. Il s'agit véritablement d'un projet mondial, l'une des énigmes clés pour sauver notre planète et toute l'humanité. Les générateurs atmosphériques d'eau sont en effet une technologie prometteuse, mais ils doivent faire partie d'une approche globale. La première étape consiste à passer entièrement aux générateurs d'eau atmosphérique et à cesser d'extraire l'eau des sources de surface et souterraines. De tels dispositifs peuvent produire suffisamment d'eau pour les besoins domestiques et industriels. La deuxième étape est la reconstruction des réseaux d'égouts. Par exemple, l'eau ne doit pas être déversée dans des plans d'eau ouverts. Il doit pénétrer dans le sol purifié et pénétrer dans les plans d'eau après avoir traversé les couches du sol.
Eh bien, la troisième étape est l'introduction de générateurs d'énergie sans carburant. Ils sont extrêmement nécessaires pour fournir aux générateurs d'eau atmosphérique l'énergie nécessaire et disponible, car les générateurs d'eau sont très gourmands en énergie. L'humidité pour les générateurs d'eau doit provenir de sources naturelles. C'est pourquoi nous devons éliminer les réservoirs ouverts. L'introduction de générateurs d'énergie sans combustible nous aidera à réduire notre dépendance à l'hydroélectricité et permettra d'ouvrir les barrages. La restauration des rivières dans leur lit naturel et le retour à un écoulement naturel contribueront à éliminer les stagnations d'eau et les écosystèmes commenceront à renaître. Imaginez, selon les calculs, cette extraction d'eau de l'atmosphère pourrait résoudre à elle seule 70% du problème de la détérioration de la situation climatique sur la planète. Et le traitement des eaux usées permettrait de résoudre encore 30%. Cette approche nous permettrait d'atteindre plusieurs objectifs approuvés par l'Assemblée générale des Nations unies dans le domaine du développement durable. Nous pourrions lutter contre le changement climatique, fournir de l'eau potable à ceux qui en ont besoin et restaurer les écosystèmes. C'est tout simplement incroyable. Bien que la situation soit grave, nous avons des raisons d'être optimistes. Avec une approche adéquate et une coopération internationale, nous pouvons surmonter ces défis. Ce sont des étapes clés pour préserver la planète. Si nous les mettons en œuvre, les résultats seront visibles d'ici 2 à 3 ans. Cependant, il est important de comprendre que les changements climatiques continuent de prendre de l'ampleur et il ne sera pas possible d'arrêter ce processus immédiatement. Ainsi, au cours de la première année, la situation pourrait fluctuer, mais après environ 8 à 14 mois, tout devrait se stabiliser. Dans 5 à 8 ans, nous verrons comment l'eau se purifiera et l'océan recommencera à remplir sa fonction de refroidissement de la planète. Les inondations, les sécheresses, les vents anormaux et les fluctuations de température disparaîtront. Le climat deviendra beaucoup plus doux et prévisible. Ainsi, grâce à l'introduction de générateurs d'eau atmosphérique, nous aurons le temps désormais si nécessaire pour éliminer les causes du réchauffement de la planète. Les approches scientifiques et pratiques proposées peuvent devenir la base d'une nouvelle révolution scientifique et technologique. Ils visent à garantir un approvisionnement durable en eau et une utilisation équilibrée des ressources en eau. Surtout, ces mesures peuvent réduire l'impact négatif sur le système climatique de notre planète. Ils ont un énorme potentiel pour faire une différence majeure dans la situation écologique, rendant la Terre plus résiliente aux défis climatiques. Un rôle crucial sera joué par la coopération internationale. Il est nécessaire d'unir les efforts des scientifiques, des politiciens, des entreprises et du grand public pour résoudre ce problème mondial. En combinant nos efforts et nos ressources, nous serons capables de développer et de mettre en œuvre des mesures globales. Au lieu de travailler séparément et de chercher à nuire les uns aux autres, nous devons agir ensemble, car il s'agit d'un problème mondial. L'un de nos principaux défis aujourd'hui est que nous avons tendance à agir davantage pour le profit que pour le bien de l'humanité. Nous devons faire tout notre possible pour changer cette approche, pour le bien-être de toute l'humanité. Si nous parvenons à créer des conditions favorables à la coopération ouverte entre les scientifiques du monde entier, ils pourront s'appuyer sur les travaux et les connaissances existants pour freiner la croissance des catastrophes naturelles. L'avenir de notre planète dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. Nous devons agir ensemble pour nettoyer les océans du micro- et nanoplastique et atténuer les conséquences du changement climatique. Nous pouvons changer la situation. Les technologies sont déjà à notre disposition. Il ne nous manque que la volonté d'agir et une coopération mondiale. Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous pourrons arrêter la pollution des océans et changer la situation climatique sur Terre. L'avenir est entre nos mains. Protégeons ensemble l'océan et créons un avenir durable pour nos enfants.